mécanique. Voilà, je vais passer maintenant à la dernière partie de ce webinaire et puis vous aurez l'occasion de poser des questions. Tout à l'heure, j'ai laissé un peu la question en suspens par rapport à l'ouverture des fenêtres. Est-ce que c'est une solution ou pas pour assurer un renouvellement d'air et finalement contrôler la qualité de l'air, qui est un petit peu l'objectif ultime de ce dont on parle ici. Et donc maintenant, je vais en parler un peu plus en détail sur base donc de l'ouverture des fenêtres, sur base de résultats d'une étude qui a été réalisée il y a quelques années par l'UCL, notamment par Jacques Lassens, et dont j'ai repris ici un certain nombre de résultats. Donc c'est une campagne de mesure qui a été réalisée dans plusieurs écoles, dans lesquelles ils ont testé différentes stratégies dans une même classe, donc stratégie d'ouverture des fenêtres. Donc c'était une école qui n'était pas équipée de système de ventilation et ils ont testé ce que on entend souvent, ouvrir les fenêtres 5 minutes à la pause, ce genre de choses, ouvrir une ou plusieurs fenêtres. Donc ils ont testé ces différentes choses et ils ont à chaque fois mesuré la concentration en CO2 dans la classe en continu. Et vous vous souvenez que le CO2, comme je vous l'ai dit, c'est un indicateur de qualité de l'air en présence de personnes. Et donc, vous avez peut-être encore en tête les niveaux de CO2 dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que j'ai juste un slide qui le rappelle ici. Donc, 900 ppm et 1200 ppm, c'est les exigences, notamment dans la réglementation lieu de travail. 400 ppm, en tout cas à la campagne, maintenant peut-être un peu plus, c'est la concentration de base dans l'air extérieur, donc il y a déjà du CO2 dans l'air extérieur. En ville, on est un peu plus haut. Et le 5000, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est la valeur seuil de toxicité aiguë en milieu industriel. Donc normalement, on n'atteint pas 5000 dans des bâtiments, on devrait être bien en dessous. Et depuis des décennies, la plupart des normes internationales et des réglementations sur la ventilation ne dépassent jamais 1500 ppm. Donc on est plutôt dans cette zone autour de 1000 ppm où on considère que la qualité de l'air est acceptable par rapport aux bioeffluents en présence de personnes. Et donc c'est important de garder cette échelle en tête pour pouvoir interpréter et comprendre les résultats qui suivent. Alors la première stratégie qu'ils ont réalisée, ils ont imposé ça à une vraie classe, à des vrais élèves et à un vrai prof. Ils ont demandé de laisser tout fermer pendant, je pense, une journée. Donc on voit ici le graphique entre 7h30, 8h du matin et 16h le soir. Et donc là, on a atteint des niveaux qui dépassaient largement les 5000 ppm, donc on est à plus de 6000 ppm. Donc c'est pas rien, parce que si je reviens sur le slide précédent, ben, en fait, cette concentration que je vous avais dit, ben, normalement dans un bâtiment, on n'y est pas. Ben, en fait, si on est dans une classe avec une occupation quand même importante et on ferme toutes les fenêtres, eh ben, on peut y être. Ben, à ces concentrations-là, les effets sur la concentration, justement, la concentration des personnes, des élèves, sur le confort, sur le mal de tête, etc., sont évidemment très importants. Deuxième stratégie qu'ils ont testée, c'était dans une école où il y avait des grilles de ventilation dans les châssis. Et donc, ils ont simplement ouvert les grilles de ventilation, mais sans avoir aucune autre extraction ou aucune autre extraction mécanique ou naturelle, juste les grilles. Et juste les grilles seules, ben, on est de nouveau ici au-dessus de 5000 ppm, donc les grilles seules ne suffisent pas. J'ai peut-être pas insisté tout à l'heure là-dessus, mais pour que ça fonctionne, de la ventilation, il faut à la fois une alimentation et une extraction. On ne peut pas accumuler de l'air ou enlever de l'air d'une pièce. Il faut alimenter et extraire. Donc si on n'a que les grilles d'alimentation qui sont réparties sur une seule façade, qu'il n'y a rien d'autre, eh bien ça ne suffit pas non plus pour avoir un renouvellement d'air suffisant. Dans une autre classe, ils ont testé, ou peut-être dans la même classe, peu importe les détails, ils ont testé l'ouverture d'une fenêtre en oscillobattant. Donc vous savez, c'est l'ouverture où la fenêtre n'est pas complètement ouverte, mais elle est simplement un peu inclinée. Donc ils ont ouvert une fenêtre en permanence en oscillobattant dans une classe d'une vingtaine d'élèves. De nouveau, on atteint des valeurs très élevées de plus de 4000 ppm, alors qu'il y a une fenêtre ouverte en permanence. Ensuite, ils ont testé d'ouvrir une porte sur le couloir, alors qu'il n'est pas directement à l'extérieur, mais ce couloir augmente le volume de dilution et ce couloir est peut-être lui en contact avec d'autres fenêtres à l'extérieur. Et là, on descend plus ou moins à 3000 ppm. Mais donc on est encore loin des valeurs de l'ordre de 1000 dont j'ai parlé. Alors, ils n'ont pas testé, ou en tout cas, je ne l'ai pas repris ici, le fait d'ouvrir les fenêtres uniquement pendant la pause. Mais donc, ça ne marche pas non plus. Mais ils sont allés un peu plus loin. Plutôt que d'attendre la pause, ils ont ouvert deux fenêtres pendant 5 minutes toutes les 2 heures. Toutes les heures, pardon.
Donc on voit ici sur le graphique, toutes les heures, ils ont systématiquement, donc ça veut dire aussi une discipline manuelle, ils ont ouvert les fenêtres manuellement, deux fenêtres toutes les heures, deux fenêtres pour assurer vraiment un balayage. Et donc là, ils arrivent à rester autour, juste au-dessus de 2000 ppm. Mais donc même encore en ouvrant les fenêtres toutes les heures, on n'y arrive quand même pas. Donc ça montre quand même clairement les limites de l'ouverture des fenêtres. Bien évidemment, on pourrait ouvrir ces deux fenêtres en permanence, mais donc en hiver, ça a un impact énorme sur la consommation d'énergie, sur la consommation de chauffage et sur le confort aussi, que ce soit le confort acoustique par rapport au bruit d'extérieur ou que ce soit le confort thermique à cause du courant d'air. Donc réaliser une bonne qualité de l'air, atteindre des valeurs de CO2 de l'ordre de 1000-1200 ppm, des débits suffisants, rien qu'avec l'ouverture des fenêtres, bah, il ne faut pas rêver, c'est quasi impossible en fait. Euh, voilà, sauf si on est peu, peu de personnes présentes et beaucoup d'ouverture de fenêtres. Et donc, l'ouverture des fenêtres ne peut être qu'une solution transitoire en attendant d'installer autre chose. Et dans cette étude, ils ont aussi eu l'occasion de tester, de mesurer les concentrations C dans une autre classe, dans une autre école qui était équipée d'un système bleu flux. Et là, ben, on voit bien qu'on arrive à maîtriser les concentrations nettement inférieures à 1500 ppm. On voit évidemment des oscillations en fonction de la présence pendant le temps de midi où les concentrations diminuent, etc. Mais donc, on voit bien qu'avec un système de ventilation, on sait contrôler ces concentrations en CO2, donc cette qualité de l'air, ce qu'on n'arrive pas ou très difficilement à faire juste avec les fenêtres. Alors en plus, l'ouverture des fenêtres, ben, elle dépend de nombreux paramètres. Elle dépend des conditions météorologiques, de la vitesse du vent. Donc le flux réel qui va passer au travers d'une fenêtre ou de plusieurs fenêtres ben, dépend du vent, dépend de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Ça dépend du nombre de fenêtres qui sont ouvertes, de leur position, de leur dimension, de leur type, de leur position par rapport aux façades. Si on a plusieurs fenêtres sur une même façade, ça va être beaucoup moins efficace que si on a des fenêtres sur des façades différentes. Donc tout ça n'est pas si évident. Ici, quelques ordres de grandeur de débit. Donc le débit augmente avec la surface de la fenêtre, mais aussi avec la différence de température entre intérieur et extérieur. Donc dans le cas d'une seule fenêtre, ce qu'on appelle la ventilation monofaçade, finalement c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur qui va générer un flux. Et donc dans ce cas-là, c'est la hauteur de la fenêtre qui est importante. Dans le cas de l'ouverture des fenêtres, la profondeur du local est aussi un élément qui est clé. On considère en général que si on ventile avec des fenêtres sur une seule façade, ben, on n'arrive pas à faire circuler cet air dans un local d'une profondeur de plus de 2 mètres. De deux fois la hauteur du local. Euh, Dans le cas où on fait de la ventilation traversante entre deux façades, on considère que ça peut potentiellement marcher jusqu'à une profondeur du local qui est de 5 fois la hauteur du local. Donc ça montre qu'il y a quand même toutes des limitations importantes à cette ouverture des fenêtres. Alors il y a également d'autres inconvénients de l'ouverture des fenêtres, c'est évidemment le courant d'air, l'inconfort thermique, j'en ai parlé en hiver, mais de plus en plus aussi en été. Il y a la consommation d'énergie, évidemment, on n'a pas la sensation qu'on consomme de l'énergie directement, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas... mais cet air froid qui rentre en grande quantité à certains moments dans la pièce doit être compensé par du chauffage. Il y a le bruit extérieur, j'en ai parlé, les courants d'air. Donc c'est non contrôlé, variable et très incertain. Mais en attendant de mieux, évidemment, ça peut être une solution d'ouvrir les fenêtres. Et dans ce cas-là, alors on vous conseille très fortement ben, de contrôler ce qu'on fait grâce à une mesure de CO2, comme on l'a montré ici un petit peu dans l'étude de l'UCL, qui permet finalement de voir où on en est en termes de CO2 et de voir si on doit augmenter, diminuer l'ouverture des fenêtres, finalement d'optimiser un petit peu cette solution transitoire d'ouverture des fenêtres en attendant de mieux. Alors, il existe toutes sortes de capteurs CO2 sur le marché ou de systèmes de mesure de la concentration en CO2. Je vous présente ici quelques caractéristiques importantes, comme ça vous savez peut-être un peu quoi choisir dans quelle situation. Il y a ce type de capteur, par exemple, qui permet un affichage direct et une mesure instantanée, une mesure ponctuelle. Comme on le voit ici sur l'image, c'est plutôt un instrument qu'on va utiliser pour sensibiliser à une mesure ponctuelle. On va faire une mesure dans un espace à un moment donné et on va mesurer qu'on est à
3000 ppm par exemple, et on va aller dans d'autres locaux mesurer d'autres mesures. Il y a d'autres systèmes qui, eux, permettent un enregistrement des données. Donc il y a beaucoup de systèmes sur le marché qui permettent ça, qui sont connectés à une base de données sur Internet, et puis les graphiques sont accessibles sur un smartphone par exemple. Et là, on peut voir, alors on peut visualiser les concentrations en CO2 dans les différents bureaux d'un bâtiment, dans les différentes classes d'une école par exemple. Il y a encore d'autres systèmes qui ont vraiment un affichage et des systèmes d'alarme, soit avec des petites LED de couleur, soit même avec des alarmes sonores. On peut paramétrer par exemple une alarme à 1500 ou 2000 ppm, ce qui donne une indication aux occupants qu'il faut à ce moment-là ouvrir plus les fenêtres. Donc ça, c'est une stratégie qui est possible aussi. Alors, quand utiliser un capteur CO2, ben, ça va un peu dépendre du nombre de locaux qu'on a à contrôler et du nombre de capteurs qu'on a disponibles. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une mesure permanente du CO2, par exemple avec un système d'enregistrement comme celui-ci. Donc là, on peut vraiment voir en direct et a posteriori ben, quelles sont les concentrations dans les différents locaux, et on peut vraiment adapter l'occupation de ces locaux, le fait de faire des pauses organisées d'une manière différente, le fait d'ouvrir davantage des fenêtres ou autres. Donc ça, évidemment, c'est l'idéal d'avoir une mesure de CO2 en continu si ces capteurs de CO2 sont disponibles ou si on peut s'en procurer en nombre suffisant. Dans d'autres cas, ben, on pourrait se contenter par exemple d'avoir une mesure aléatoire du CO2. Imaginons qu'on a un capteur CO2 qu'on se partage pour plusieurs classes ou pour plusieurs bureaux. Ben, on peut un jour l'utiliser dans une classe, essayer d'adapter un petit peu la stratégie d'ouverture des fenêtres sur base de ces mesures, et puis l'appliquer dans les autres locaux par la suite. Donc dans ce cas-là, c'est important d'avoir quand même un affichage direct pour pouvoir directement voir ce qui se passe et pouvoir adapter en conséquence. Et donc là, l'idée, c'est plutôt ben voilà, d'optimiser euh, l'ouverture des fenêtres, par exemple, puisqu'on parle de l'ouverture des fenêtres maintenant, sur base de ce capteur mobile qui va passer de pièce en pièce pour mettre en place finalement des stratégies d'aération avec l'ouverture des fenêtres qui sont le plus efficaces possible dans les limites qu'elles permettent. Euh, mais donc finalement, tout ça montre que l'ouverture des fenêtres généralement ne sera pas suffisante, non seulement pour répondre aux exigences, par exemple, de la réglementation lieu de travail, euh, mais aussi pour l'objectif derrière sa réglementation qui est vraiment d'évacuer les polluants et d'assurer une bonne qualité de l'air. Et donc à terme, il faut toujours avoir en tête de prévoir un système de ventilation efficace, que ce soit un système C, un système D, un système C-Hall, un système D-Boost, comme je l'ai montré. Alors bien sûr, c'est pas toujours possible du jour au lendemain d'installer ça dans un bâtiment existant, mais c'est là que l'élément clé est vraiment le plan d'action qui est nécessaire aussi bien dans la réglementation lieu de travail que dans la loi du 6 novembre 2022 pour les lieux publics. Donc ce plan d'action qui pourrait décrire par exemple, ben, OK, dans une période transitoire, on va s'équiper d'un certain nombre de capteurs CO2 et maîtriser le mieux possible l'ouverture des fenêtres qu'on applique actuellement. Et puis, on va prévoir l'installation d'un système de ventilation à terme ou plusieurs systèmes de ventilation décentralisés dans les espaces en phasage, par exemple. Donc, ce plan d'action est vraiment essentiel.